Sud Radio Midi, Christine Bouillon. Alors on ignore si c'est ce qui va se passer pour les membres du Conseil scientifique, mais sachez mesdames, messieurs qu'à partir du 31 juillet, c'est-à-dire dans 2 jours, le Conseil scientifique qui a rythmé notre quotidien ou nos semaines en tous les cas avec la pandémie du Covid, eh bien sera tout simplement dissous, disparaîtra et sera remplacé par un commando de très haut niveau. Alors de tout cela, on en parle avec notre invité, on le remercie, le docteur Gérard Kirziek. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce vendredi sur Sud Radio. Bon, la disparition du Conseil scientifique, c'est un non-événement ou ça veut dire beaucoup ? J'espère que c'est un atterrissage vers un retour à la vie normale, c'est-à-dire que depuis des mois, on nous dit qu'il faut vivre avec le virus et on a l'impression qu'il y avait toujours des mesures d'exception. Et là, on est en train d'atterrir tranquillement sur un retour à la vie normale, sur un retour au bon sens. Autant il y avait un état d'urgence, et y compris un état d'urgence scientifique au début, autant on aurait pu, depuis à mon avis plusieurs mois, se passer du Conseil scientifique, surtout qu'il a eu des avis quand même très divergents, des avis qui étaient à retardement, des avis qui étaient parfois contradictoires. Donc, globalement, la situation épidémique actuellement ne justifie plus des mesures d'exception sur un plan scientifique ou épidémiologique ou d'analyse. Et deuxièmement, on ne va pas pleurer parce que franchement, il y avait eu des mesures qui étaient des mesures pas tout à fait adaptées. Alors justement, qu'est-ce que vous gardez de lui ? Quelle sera l'image que vous allez garder, vous, en tant que médecin urgentiste ? Je rappelle, vous êtes à l'Hôtel Dieu, vous êtes docteur médical aussi de Doctissimo, mais qu'est-ce que vous garderez en mémoire de son existence ? Moi, je regarde surtout un alarmisme extrêmement constant depuis le début. C'est-à-dire que autant au tout début, et c'est toujours difficile de refaire l'histoire a posteriori, donc on va absolument pas critiquer les mesures politiques qui ont été prises au début de la pandémie. Et je pense mars-avril 2020, où vous vous rappelez que le politique, le président de la République en l'occurrence, disait on se rangera derrière l'avis du Conseil scientifique, etc. Donc ça justifiait totalement un alarmisme parce qu'on était dans l'incertitude. Mais progressivement, nous, sur le terrain, on a compris que ce virus touchait les plus fragiles. La médiane d'âge des décès, c'était 85 ans, des patients très obèses. On a compris qu'il fallait être dans une vaccination des plus fragiles, que les traitements existaient, notamment l'oxygène, le dépistage des embolies pulmonaires, etc. Donc ce pragmatisme de terrain, on avait l'impression qu'il n'était absolument pas pris en compte par le Conseil scientifique qui, au fur et à mesure des mois, restait sur son alarmisme initial et restait, j'allais dire, sur une espèce de biopouvoir, alors que le politique a été obligé de s'en affranchir. On a bien vu le président Macron qui, en janvier 2021, heureusement qu'il a dit, écoutez, il y a les avis scientifiques, mais moi je ne refermerai pas le pays parce que l'avis du Conseil scientifique en janvier 2021 aurait été, alors que la situation épidémique ne le justifiait pas, de rebloquer le pays. Donc on voit bien qu'il y a eu cet alarmisme un peu constant, que Jean-François Delfraissy, qui en était le président, a toujours eu des positions dans les médias un peu affolantes. Parfois, c'était des coups de ballon sonde, mais un conseil scientifique, ça devrait être dans l'ombre. Ça devait être dans le conseil du politique. Ça ne devrait pas être sur les médias en train de porter une parole quelle qu'elle soit. Alors, ce conseil scientifique s'auto-dissout, c'est assez paradoxal d'ailleurs, cette façon de fonctionner, mais on va dire que Dr Kirziek, il ne disparaît pas totalement. On va écouter ce que disait il y a quelques heures le ministre, il y a 2 jours, le ministre de la Santé, le ministre François Braun. Avec la fin de la loi sur l'urgence sanitaire, le conseil scientifique naturellement tombe, donc au 31 juillet au soir, il n'y a plus de conseil scientifique. Par contre, vu les risques que nous avons dans notre monde actuel sur l'émergence éventuellement d'autres virus, en tout cas les risques sanitaires, je vais mettre en place un conseil scientifique à peu près équivalent, mais quelque chose qui va être indépendant, transparent dans ses avis et qui va pouvoir être extrêmement réactif. Un peu une petite équipe commando de scientifiques de très haut niveau qui, dès qu'il va y avoir un risque identifié, vont pouvoir saisir leurs collègues scientifiques autour et nous apporter au gouvernement des informations très précises. Oui, alors un commentaire, Gérard Kirziek, sur ce super commando capable de réagir Écoutez, on pense à la variole du singe dont on parlait il y a un instant sur l'antenne. Oui. Non, mais j'entends le collègue et néanmoins ministre François Braun qui dit on va avoir maintenant un comité indépendant et transparent. Ce
qui laisse supposer que le comité scientifique, conseil scientifique n'était ni indépendant ni transparent. Voilà, je crois que le conseil scientifique, il a eu son rôle. Effectivement, je pense qu'il n'était pas indépendant et il a beaucoup été une chambre d'enregistrement aussi des décisions politiques. Transparent, il a été à retardement avec des avis qui étaient parfois un petit peu nébuleux. Après, moi, mon inquiétude sur la deuxième partie du propos du ministre, qui est de dire on va créer une espèce de task force ou de comité commando, bon, au-delà des mots chocs, hein, qui sont des mots de communication, moi, je me dis, à quoi servent les autres agences de santé publique? À quoi sert la Direction générale de la santé? À quoi sert le CORUS, qui est le comité de pilotage du ministère de la Santé et des urgences sanitaires? À quoi sert Santé publique France? Enfin, on voit bien qu'on a quand même un millefeuille d'agences sanitaires, donc on a ce qu'il faut en termes d'appui scientifique. Et puis vous avez une nouvelle agence qui a été créée justement au début du Covid. Rappelez-vous, c'était l'agence, alors je sais plus le nom parce que vous savez, il y a tellement de millefeuilles comme ça d'agences, mais c'est une agence qui était dédiée aux maladies infectieuses. Donc à un moment donné, il faut que ça soit opérationnel, il faut pas que ça soit une agence de plus indépendante, transparente. Elles sont censées toutes l'être. Vous savez, la Haute Autorité de Santé, c'est une autorité administrative. Donc juridiquement, elle est censée être indépendante. Et je dis bien censée. Alors, quand il a annoncé la fin du conseil scientifique, légitimement, le conseil a quand même fait quelques préconisations en disant qu'il faut s'attendre à l'apparition de nouveaux variants. Ça, effectivement, on le dit depuis longtemps, et qu'il va falloir finalement apprendre à vivre avec tous les variants qui vont circuler. Est-ce que vous, en tant que médecin, vous aimeriez avoir plus de retours d'expérience de la part du conseil scientifique, d'aller plus loin sur ce qui est habitué à être dit, fait ou quoi que ce soit? Alors, je pense que c'est rigoureusement l'inverse qui nous manque en France. C'est-à-dire que en France, vous avez un tas d'agences au niveau national et ça part du haut et ça essaye de redescendre vers le bas. J'y viens, ça essaye parce que ça n'y arrive pas toujours. On a un millefeuille d'agences régionales. Là, je cherchais le nom de cette agence qui est dirigée par l'infectiologue Yazdan Pana. C'est la nouvelle agence de recherche sur les maladies infectieuses qui a démarré en janvier 2021. Vous voyez, une agence sur les maladies infectieuses émergentes, etc. Ça existe déjà. Mais bon, voilà, pourquoi pas un nouveau comité. Mais ce qui nous manque, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle du bottom-up. C'est ce qu'on appelle des remontées de terrain vers le haut, parce qu'on a à chaque fois l'impression qu'il y a une déconnexion, ou en tout cas une non-communication entre la Direction générale de la santé. On avait une tonne de paperasserie qui descendait par mail, ce qu'on appelle les DGS urgents, etc., que les collègues et moi ne finissions par plus pouvoir lire en termes de temps et d'information. Donc c'est plutôt l'inverse qu'il faut. C'est plutôt des remontées de terrain, c'est plutôt des choses sentinelles. Alors sentinelle, c'est quelque chose qui existe pour la grippe, par exemple. Il y a un réseau sentinelle. Pourquoi on ne l'a pas utilisé? Pourquoi, par exemple, sur un sujet très concret, les tests. Pourquoi on continue en juillet 2022 à tester de manière quasi systématique alors qu'on a un modèle qui marche très bien, qui s'appelle le réseau Sentinelle, où vous avez des médecins généralistes qui sont dans ce réseau et on va sur quelques patients à la manière un peu des sondages, on va aller tester quelques patients pour avoir une représentation nationale et comme ça on part du terrain et on remonte au niveau des instances. Mais aller créer encore une fois, au-delà de l'effet d'annonce de communication d'un commando ou je ne sais comment ça s'appelle, de task force, etc. Moi je pense vraiment que dans le process, c'est l'inverse qu'il faut faire. François Braun connaît très bien. François Braun, c'est un ancien syndicaliste, urgentiste. Il sait très bien l'empilement de structures qu'il y a. Et par contre, ce qui manque, c'est sur le terrain, les remontées. Vous parliez de la variole du singe, par exemple. Ce qui est important maintenant, c'est sur le terrain de pouvoir prendre des rendez-vous de vaccination. C'est ça qui manque. C'est pas un comité Théodule. C'est pas un comité Théodule qui va nous dire ce qu'il faut faire. Vous voyez, le comité Théodule, on en a un certain nombre. Petite précision avec vous, Gérald Clizia, comment se passe l'été aux urgences globalement, parce qu'on va en parler dans un instant. On va aller à Bordeaux, qui a été le premier grand CHU à devoir prendre des mesures radicales pour faire face au manque de personnel, de médecins et de soignants. Comment ça se passe pour vous? L'été 2022 ne se passe pas mieux que l'été 2021, 2020, 2019, 2018 et je pourrais remonter comme ça pendant 10 ou 15 ans avec une situation qui s'aggrave. Et la vraie différence entre le avant et après Covid, c'est que, on a cru qu'il allait y avoir une prise de conscience de cette crise qui est avant tout une crise structurelle. Et j'ai eu largement le temps de développer sur vos antennes en disant c'est pas tellement le Covid, l'hôpital il craque mais c'est pas à cause du Covid, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais le vase il est déjà bien plein et c'est la crise structurelle. Et donc tous les collectifs interhôpitaux, interurgences, etc.
Alors, on pensait à un moment donné que leurs revendications d'avant Covid allaient enfin être prises en compte. Et ça, c'est la première déception. Ça n'a pas été le cas. Et donc, j'allais dire la deuxième déception et la deuxième conséquence, c'est que maintenant, les gens n'y croient plus. Donc, les équipes partent. Il y a des démissions en pagaille. Et donc, c'est pour ça que l'été 2022 est plus compliqué. Alors, sur les mesures qui ont été prises, vous parlez de Bordeaux avec son directeur général, Yann Bubien, qui est un parfait connaisseur du système de santé, qui a été obligé, effectivement, pour avoir participé à de nombreux cabinets ministériels et directeur général d'un des plus gros CHU, il a été contraint, pour des raisons de ressources humaines, à imposer un filtrage des urgences. J'allais dire contraint parce que c'est pas la solution idéale. On est dans un mode de fonctionnement dégradé et moi je refuse le discours général qui est de dire les gens viennent pour rien aux urgences. Je pense que c'est un discours qui est dangereux ou qui peut être dangereux parce que c'est grâce à ça que depuis 20 ans on a sauvé des vies. C'est parce qu'on a dit aux gens finalement vous avez une douleur à la poitrine, il faut appeler le 15 ou aller aux urgences quand vous avez un AVC, il faut y aller le plus vite possible, etc. C'est grâce à ça qu'on a sauvé des vies et j'ai un peu peur que les gens s'auto-diagnostiquent à la maison et ça c'est un risque d'erreur majeur. Merci beaucoup Gérald Clizia d'avoir fait ce point de la situation avec nous et vous parliez de Bordeaux justement Augustin, on va y aller dans un instant. Et oui, vous me faites mes transitions Gérald Clizia, qu'on va aller faire un tour du côté du vase plein de Bordeaux avec un syndicaliste dans un instant et puis vos appels au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio.